Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers chômeurs, chères personnes incarcérées. C'est très important d'essayer de mettre tout le monde dehors. Dans le salut les amis de cette petite vidéo. Je pense que, je sais pas comment ça se passe en prison, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui ont des projets. Est-ce que tu as réellement le temps de préparer la sortie? Et j'imagine que quand tu es en prison, il y a des gens qui ont des vies à 100 000 à l'heure qui se retrouvent en prison et qui se disent bah mec... j'ai le temps de préparer la sortie et tout, je sais pas, dites-moi s'il y a des gars en prison qui peuvent expliquer ça. Je pense qu'il y a un truc hyper intéressant à connaître, parce qu'il faut pas croire hein, les gars, il n'y a pas que des gens qui arrivent avec une cage qui tuent 200 personnes qui sont en prison, faut pas croire. Il y a plein de gens qui auraient jamais cru se retrouver en prison et du jour au lendemain, tu vois. Et des fois je me dis, ça se trouve pour un détail, je vais aller en prison moi. Et je me dis, bah ça se trouve ce serait une bonne expérience ou pas, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires, ça m'intéresse. Ce petit concept de vidéo les amis, j'avais envie de le faire depuis longtemps, mais j'avais pas envie de faire un petit peu ce qui se fait déjà, ce qui se fait très bien d'ailleurs sur internet, par d'autres youtubeurs. J'avais envie de faire notre truc un peu à notre sauce. Juste avant les potes, petit concours la boiserie. Donc les amis, ce petit concours la boiserie qui finit dimanche là, dimanche 19. Vous pouvez encore en profiter jusqu'à dimanche à minuit les amis, et pas une minute après, parce qu'il y a toujours des gens qui commandent même une minute après, et voilà on les rembourse. Donc si vous voulez les amis participer à ce petit concours pépite pour gagner toutes les M d'un côté et à côté toutes les RS, tout est à gagner sur notre petit site internet. Soit il y a le t-shirt boiserie tout seul, soit il y a le t-shirt avec des autocollants, soit il y a le t-shirt avec un deuxième t-shirt et une édition différente, plus le magazine La Boiserie où on met tous les offs, les backstage des vidéos, des tournages de nos petites entreprises, etc. Ça a beaucoup plu ce petit magazine les amis. Donc vous avez la possibilité entre plusieurs packs avec plusieurs participations, plusieurs chances de gagner, plusieurs différences de prix aussi. Voilà. Si ça vous fait kiffer de participer les amis, c'est encore possible, mais sachez que c'est les derniers jours. Rendez-vous dans l'arrière-boutique de Jabot Assurance pour cette petite vidéo. Les amis, nous sommes arrivés dans l'arrière-boutique de notre petit magasin d'Airsoft et de Jabot Assurance et on avait envie d'essayer depuis longtemps ce petit concept les amis. Pas un remake de ce qui se fait déjà sur internet, mais simplement des abonnés, des gens de notre communauté, des gens qui nous suivent pour nous présenter leurs projets, savoir si on peut peut-être les accompagner. Ça c'est le petit cadeau que quelqu'un va gagner, un accompagnement avec notre petite boîte de com Communique. Et puis pourquoi pas, nous on se laissera guider par les présentations, leurs projets, qu'est-ce qu'ils vont faire, on n'a jamais vu les gens, on ne sait pas ce qu'ils vont nous proposer. Et pourquoi pas peut-être investir dans leur société ou prendre des parts, etc. Mais on verra au feeling. Ça se trouve, ça va nous plaire de malade, ça se trouve, ça va moins nous plaire. Les amis, en tout cas, on est accompagné du grand chef Philippe qui est à côté de nous. Comment ça va Philippe? Très bien, très bien. Philippe, les amis, qui est le petit genou qui a remplacé Géraldine. Absolument, ouais. Donc vu qu'il commence, bah, ça, voilà, il est dans ses premières années de compta. C'est vrai. Et ça lui fait plaisir. Donc Philippe, les amis qui nous accompagnent sur tout le groupe Boiserie et qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui parce qu'il a vraiment une expérience, du recul sur tout ça, parce qu'il a aidé énormément d'entrepreneurs dans sa carrière. Carrière qui est, bon, avec 100, 130, 140 ans d'expérience, j'imagine que tu en as vu des entrepreneurs. Ça a 140 ans, exactement. Aurélien, mon affofié, on travaillait ensemble sur les t-shirts au début. Il a monté son entreprise, on a beaucoup travaillé ensemble et aujourd'hui, on s'est lancé dans le rachat de Graphie Océane, cette fameuse grosse boîte dont on va parler bientôt sur YouTube d'ailleurs. On va donner plein de détails, plein de descriptions, oui. Tout ce qu'il y a à dire, tout ce challenge qui est plus simple que prévu finalement. Oh oui. C'est les doigts dans le nez. Voilà. Ah ouais, franchement. Et Khalid, les amis, qui est avec nous sur tous nos projets et puis qui a aussi une vision vraiment en interne de ce qu'on fait, mais qui a fait plein d'études. Vous avez vu le sujet sur cette chaîne YouTube dédiée sur son parcours et ce qu'il a fait avant. Et donc on est 4 profils différents mais complémentaires qui peuvent avoir un avis intéressant, je pense, sur les projets des abonnés de la commu qu'on connaît tous. Mais je suis très content de pouvoir découvrir leurs projets, les amis. On va accueillir le premier invité. Salut! Bonjour à tous. Moi je te serre pas la main parce que j'ai un petit rhume. C'est pas que je veux être mal poli. Hein. C'est pas que je veux être mal poli. Allez, tu nous expliques, on se laisse guider, tu nous dis. Ok, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans. Et donc moi en fait je suis chaudronnier indépendant depuis plusieurs années. En fait j'ai grandi dans le milieu, j'ai un père artisan qui nous a transmis le métier de père en fils. Et grâce à ça en fait j'ai eu la chance d'avoir à la fois un très bon réseau et de solides compétences techniques. Et pourtant quand je me suis lancé à mon compte, je me suis rapidement retrouvé face à un vrai problème, comment trouver des clients. Bon alors mon réseau personnel il m'a beaucoup aidé, mais en fait ça suffit pas pour vivre sereinement de son activité et être sûr d'avoir du travail le mois prochain. Puis surtout le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand ça va pas, quand ça devient compliqué, on est obligé d'aller démarcher, d'aller voir les entreprises une par une et d'essayer de se vendre. Et honnêtement, moi j'ai vécu cette situation plusieurs fois et c'est vraiment pas facile. En tout cas ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup d'indépendants, c'est un vrai blocage. Et du coup, résultat, on se retrouve avec des professionnels compétents
qui galèrent à trouver des missions et d'autres qui rêveraient de se lancer mais qui n'osent pas le faire. Et puis, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, les entreprises, elles vivent l'inverse. C'est-à-dire qu'elles ont constamment besoin de professionnels sérieux et rapidement disponibles et qu'elles galèrent vraiment pour en trouver. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Mon Savoir-Faire. Voilà, ça m'intéresse parce que moi j'ai tellement entendu de gars qui nous disent moi je suis passionné, j'ai fait compagnon du devoir, je suis plombier, je sais faire des soudures, des brasures, des trucs extraordinaires, mais soit je suis bouffé par le temps et du coup le gars c'est un artiste. Mais à un moment donné, dans sa journée, il peut pas travailler la nuit. Et puis d'un autre côté, comme tu dis, des fois, ils sont obligés d'aller démarcher des clients. Et ça va surtout, je pense, avoir de l'impact pour Philippe, qui a suivi énormément d'artisans. C'est vrai qu'il y a un vrai problème. Moi, je suis indépendant, donc depuis longtemps, j'ai un père artisan, donc je connais vraiment, j'ai vraiment baigné dans ce milieu. Et nous, on a moi, j'ai un très gros réseau, j'ai de la chance. Et malgré mon réseau, comme je disais, je me suis rapidement retrouvé les démarcher des entreprises. Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, aller toquer à des portes pour essayer de trouver du boulot, c'est pas possible. Après, c'est aussi lié au métier de l'artisanat. Vous avez la tête dans le guidon, en règle générale, où vous êtes sur les chantiers, donc communiquer entre artisans, c'est plus le soir parce que les différents artisans se rencontrent. Mais c'est vrai que dans la journée, moi, c'est quelque chose où je m'étais fait la remarque. Mon père est artisan. Ok. Je me demandais toujours comment c'était possible qu'il soit autant en retard pour envoyer un devis. Il fallait attendre 3 semaines pour avoir un devis. Et je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est qu'il y a une réalité, c'est que la plupart des artisans sont aussi sur les chantiers la journée. Et donc, par exemple, pour Lucien ou moi, qui avons des structures avec des équipes, notre rôle, c'est de diriger la boîte. Mais par contre, on a du monde qui va envoyer les devis. Et c'est normal que ce soit fait en 24-48 heures. L'artisan, il n'a pas forcément ce temps-là, puisqu'il est déjà sur ses chantiers et que lui doit se taper cette partie de devis de 18h à 21h. C'est vrai qu'en fait, on est dans nos métiers, je trouve, qu'on est encore vraiment en retard. Ouais. Après, là, il y a une transition générationnelle qui arrive là dans les années où les anciens, beaucoup partent à la retraite. Nous, on le voit beaucoup sur le terrain. Et je pense que les solutions digitales, elles vont vraiment commencer à arriver. Mais moi, le premier, de base, je suis pas du tout du digital. Je suis vraiment sur le terrain depuis toujours. Mais tu verras, Benjamin, effectivement, toi, en fait, en tant qu'artisan, chef d'entreprise, tu es obligé d'avoir toutes les casquettes. Donc, il faut être entrepreneur, il faut être directeur des ressources humaines, il faut être banquier, il faut être comptable. C'est pas évident. Et donc, il faut se faire aider, se faire entourer. Alors, pour ceux, souvent, qui commencent dans l'artisanat, ils ont souvent la solution de la sous-traitance. Le temps d'avoir une clientèle qui arrive de plus en plus dans le bâtiment. Les constructeurs travaillent avec des maçons sous-traitants. Et petit à petit, le maçon, lui, il va devenir indépendant sur sa propre clientèle. Ça, c'est un bon outil. Et puis, il faut s'entourer de syndicats professionnels. Il existe aussi un paquet de syndicats pour vous aider en termes de formation. Donc, vous n'êtes pas oubliés. Et puis, tu parles de digital. On arrive bientôt à la facturation électronique. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il faudra y aller. Non, mais c'est une certitude que c'est une transition qui arrive, en tout cas. Allez, montre-nous la solution. Alors, comme vous l'avez compris, Mon Savoir-Faire, c'est la plateforme qui met en relation les indépendants et artisans avec les entreprises de l'industrie et du BTP. Donc, nous, notre objectif est simple, c'est vraiment de permettre aux entreprises de trouver des profils fiables et rapidement disponibles et aux indépendants de trouver des missions sans dépendre uniquement de leur réseau personnel. Et on va plus loin que ça parce qu'en fait, on permet également aux entreprises de se connecter entre elles pour faciliter la sous-traitance. En fait, c'est très simple. Un indépendant, un artisan, quand il arrive sur la plateforme, il peut se créer un profil vraiment détaillé où il peut vraiment mettre ses compétences en avant, des photos de ses fabrications, etc. Et donc, il peut être contacté directement par les entreprises ou répondre aux offres déposées par les entreprises. Donc en fait, sur Mon Savoir-Faire, la connexion, elle se fait à double sens. Et donc, de l'autre côté, les entreprises, elles peuvent rechercher des profils et les contacter directement, déposer des offres ou répondre aux offres des autres entreprises pour sous-traiter entre elles, en fait. Et puis, un point très important, c'est qu'on a fait le choix, nous, de ne pas prendre de commission. Nous, on est avec un modèle d'abonnement simple et transparent, en fait. Concrètement, un indépendant, il paye 14,90 € par mois et une entreprise, 39,90 €. Que ce soit pour chercher des indépendants, des artisans, des chantiers, des sous-traitants, enfin bref, c'est vraiment pour avoir un accès complet à la plateforme. Quelle différence tu fais entre un indépendant et une entreprise ? En fait, nous, notre différence, elle est vraiment sur le produit. C'est-à-dire qu'un indépendant, lui, il se crée un profil, il peut simplement retrouver du boulot, etc. Alors qu'une entreprise, elle peut vraiment aller chercher de la sous-traitance avec d'autres entreprises, aller chercher des gros chantiers. Enfin, grâce à Mon Savoir-Faire, elle peut vraiment trouver des fois des gros contrats, etc. Donc là, à aucun moment, il y a un particulier qui intervient, un client. Non, alors nous, en fait, c'est du B2B. Parce que même les indépendants, c'est une entreprise. Donc nous, c'est vraiment que du B2B. Et nous, on n'est pas du tout un intermédiaire, en fait. C'est-à-dire que le contact est direct, comme ça a toujours fonctionné dans nos métiers. On récupère un numéro de téléphone, un email, et on se contacte directement. Parce qu'en fait, on a vraiment construit un outil ultra simple. Vraiment pensé pour des artisans qui n'ont pas l'habitude
du digital. Donc c'est vraiment le point fort de mon savoir-faire, c'est de parler au terrain. Voilà. T'as un exemple de comment ça fonctionne Je peux vous montrer rapidement, oui. Ah non, c'est ici pour défiler. Paf, Jackie Michel. T'es dans historique là. Là t'es sur Jackie Michel. C'est un autre artisanat. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil. Bon, on peut pas défiler. En fait, je vous ai fait des captures pour vous montrer rapidement. On voit, on fait vite la distinction entre le côté indépendant, le côté entreprise. Donc, en fait, le côté indépendant, artisan, c'est vraiment pour proposer ses services. Je vais vous montrer le profil juste après. Le côté entreprise, c'est plus pour venir les chercher, comme j'expliquais. Donc ça, c'est mon profil. Parce que moi je suis le premier utilisateur de ma plateforme, donc c'est assez facile. On peut mettre une réelle description, des photos de nos fabrications, voilà, c'est ce que je fabrique moi à l'année. On peut mettre nos compétences et puis on retrouve aussi toutes les infos de l'entreprise, parce qu'en fait chaque profil est vérifié. Moi je contrôle chaque numéro SIRET, etc. pour pas qu'il y ait n'importe qui se connecte. On peut même mettre son site internet. Mais t'es tout seul aujourd'hui ? Moi, je vends mes services dans les sociétés, ouais. Et t'as combien de personnes sur ta plateforme ? Là, la plateforme a été lancée donc il y a 6 mois, depuis fin septembre. On a plus de 1000 utilisateurs, dont plus de 300 entreprises. Donc déjà, t'as du chiffre d'affaires en fait aujourd'hui ? Non, alors au début, pendant plusieurs mois, c'était entièrement gratuit. Aujourd'hui, depuis janvier, on est vraiment freemium. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter la densité pour augmenter en fait la valeur pour les utilisateurs. Parce que en fait, au début, on attaquait nationalement. Puis maintenant, on se recentre en fait localement. En fait, on a commencé concrètement il y a quelques semaines où 80% de notre marketing, je le mets sur la région Rhône-Alpes, qui est un bassin très fort en France. Et puis on a 20% qui reste en national. Et le but, c'est une fois qu'on a un plan vraiment pour s'implanter régionalement, et on va répliquer région par région sur 3-4 régions fortes. Et puis tout le reste va arriver au fur et à mesure, quoi. Aujourd'hui, malgré qu'on soit 1000 sur une France entière, on a eu quand même pas mal de mises en relation. On compte plus de 180 prises de contact sur la plateforme. Et puis moi, même des premières semaines, je parlais avec des indépendants, même moi, j'en revenais pas, mais j'ai eu des indépendants qui ont trouvé des entreprises, etc. Alors qu'on était... au début, on était 100, 200. Que je comprenne bien, là, l'indépendant, lui, est-ce qu'il va pas le voir un peu comme une sorte d'intérim pour trouver des missions courtes ? Ou est-ce que plutôt c'est un indépendant qui va... Le but, c'est quoi le but de la plateforme ? C'est de créer des vrais liens de partenaires ? Ou c'est plutôt qu'un gars qui a une mission, il est plombier, il a sa micro-entreprise, il peut aller faire un chantier là, puis un autre là ? C'est les deux, finalement. En fait, nous, on est vraiment là pour leur amener un réseau externe qu'ils n'ont pas. L'idée, c'est de faciliter la mise en relation, quoi. Tout simplement, ouais. Mais tu as raison sur un point, je te rejoins, c'est sur l'idée que beaucoup d'entreprises, aujourd'hui en France, c'est de la TPE, de la très petite entreprise, et souvent dans toutes les casquettes du dirigeant, et je l'ai vu de par mon expérience, il y a la casquette commerciale, elle fait un peu défaut. Ça peut être un très bon plombier, un très bon maçon, un très bon garagiste. La partie commerciale, il s'en fiche un peu. À une époque, c'était pas compliqué, les clients, il y avait une certaine activité. Quand il faut aller chercher des clients, je trouve que ça peut être un bon outil digital que cette mise en relation, même s'il existe déjà des réseaux physiques, c'est quelque chose en plus. De toute façon, à l'ère du digital aujourd'hui, c'est un bel outil qui peut, à mon avis, rassurer un certain nombre d'entrepreneurs. Mais tu connais très bien pour moi l'artisanat et ce qu'il y a comme défaut. Après, j'ai une question, c'est que c'est un abonnement. L'entreprise trouve un indépendant compétent. Quel est son intérêt de repasser si elle l'a trouvé en direct et qu'elle lui dit écoute, moi j'arrête la plateforme et on s'arrange entre nous, quoi. Non, mais alors ça, c'est un problème forcément qu'on va vivre, mais pour moi, c'est à nous de mettre toutes les features et les choses en place pour garder les indépendants, les entreprises. On va mettre, là c'est au début, vous savez, tout ce qu'on construit, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. On va mettre des systèmes de notation, vraiment de confiance pour qu'on ait une vraie carte de visite. Moi, je veux vraiment que ce soit une carte de visite digitale, en fait, pour un indépendant, un artisan, et pousser à ce qu'il reste sur la plateforme. Ça, pour moi, c'est mon travail, c'est notre travail aujourd'hui. Mais en fait, pour moi, c'est pas possible de prendre des commissions comme font la plupart des plateformes. Moi, je sais ce qu'on paye déjà sur notre travail. Donc, venir encore dire « Ouais, moi, je vous aide, mais par contre, je vous reprends 15% de ce que vous faites, etc. » Pour moi, c'est pas possible. Alors, plus tard, on n'est pas fermé. Enfin, c'est même sûr, on va avoir un service plus premium où là, vraiment, c'est nous, on va faire la recherche pour être sûr que tout se passe bien, qu'on prenne le bon artisan avec la bonne entreprise. Où là, on sera obligé de prendre de la commission parce que ça va prendre du temps, etc. Mais on sera sur vraiment de la petite commission, sûrement autour de 5%, surtout pour nous, quoi. T'as pris la décision de monter mon savoir-faire parce que
Il n'y avait pas de solution comme ça ou parce que tu trouvais qu'il y en avait mais elles n'étaient pas... Des comme ça, il n'y en a pas. On a beaucoup de plateformes digitales type Malte et tout qui sont énormes, mais juste dans le langage, en fait, ils ne parlent pas du tout au terrain. Ils parlent de freelance. Moi, je veux voir un artisan, je lui dis un freelance, honnêtement, il ne sait pas ce que c'est. Même moi, hein, je veux dire. Ouais, tu sens que c'est pas quelque chose qui est monté par quelqu'un du terrain qui connaît bien le milieu, quoi. Mais c'est malin, en tout cas dans le fonctionnement, je trouve que le nom il parle. T'es tout seul à t'occuper de ça du coup? Alors, je travaille avec un développeur. Moi, j'ai tout fait tout seul entièrement, ouais. Puis j'ai un développeur avec qui je travaille. J'ai eu la chance de trouver rapidement, qui travaille super bien, qui est vraiment impliqué. Réellement dans la boîte, pour l'instant, je suis tout seul, mais on est deux. Après, là, je suis en train de préparer une levée de fonds. Il va rentrer au capital au moment de la levée, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as choisi, Benjamin, comme statut juridique? Moi, je suis en auto-entreprise encore. Tout se passait bien jusque-là, Benjamin. Donc tu as une activité par ailleurs? Bah, en fait, maintenant, je me suis réduit. Alors, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour nous, c'est pas grand-chose. Je travaille que 40 heures par semaine dans ma société. Je me bloque à ça. Et après, je travaille sur ma plateforme. De plus en plus, ça me prend de plus en plus de temps, ouais. Mais aujourd'hui, ce qui te rémunère, c'est ton métier de chaudronnier. Carrément. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que je construis cette plateforme. Hein. Tu réinvestis ce que tu gagnes Oui, j'ai déjà mis beaucoup d'argent avant. Et puis là, tous les mois, on fait beaucoup de pivots, hein, parce qu'on construit des choses et on se rend compte que des fois, faut changer, etc. Donc oui, ça coûte de l'argent. En étant artisan, on a la chance de bien gagner notre vie. Bon, on travaille aussi, mais du coup, ça me permet de réinvestir tous les mois dans la plateforme. Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu as un statut de salarié chaudronnier en parallèle et tu fais ta micro-entreprise. Comment ça se passe? Aujourd'hui, tu n'es que travailleur indépendant? C'est une entreprise, mon savoir-faire, et moi, j'ai une micro-entreprise où je vends mes services en tant que chaudronnier. Ouais. C'est une SARL, une SAS? Non, alors, mon savoir-faire, moi, je l'ai, vu que c'est une entreprise digitale, excusez-moi, elle est en Estonie parce que c'est simplicité digitale, etc. En fait, tout est digitalisé là-bas. Tu vas vendre les services digitaux de cette plateforme aux Estoniens? Non, cette plateforme sert vraiment pour la France. Tu vas aller en prison? T'es sympa, on t'aime bien, mais là... Pas du tout, hein. Je fais les choses légalement, moi, il n'y a pas de problème. C'est vraiment pour la simplicité, parce que moi je sais que c'est compliqué en France, hein, tout ce qui est paperasse, etc. Là-bas, c'est tout digitalisé. Hein. J'ai lié, par exemple, mon compte Stripe avec mon comptable qui est là-bas. C'est magnifique, hein, pour tout. Non, mais tu sais que la France, elle requalifie tout de suite ça en cas de contrôle comme évasion fiscale, parce que ta clientèle sera en France, donc le chiffre d'affaires des entreprises et de tes clients sera réalisé en France pour que les impôts soient payés en Estonie. Non, mais je sais très bien, mais moi en fait j'ai pas prévu de rester en France. Ça c'est plein de raisons personnelles pour l'éducation de mes enfants, que j'ai pas encore, mais on veut avoir des enfants, etc. Nous on veut vraiment partir. Ah oui, d'accord, ok. En fait moi ça me tient à cœur d'aider l'artisanat en France. J'ai baigné là-dedans, c'est tout pour moi. Enfin j'adore la France déjà, mais malheureusement nous on est un peu obligé de la quitter pour énormément de raisons. Mais il parle quand même de faire payer les impôts. En fait il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que moi pour l'instant mon argent, de toute façon je me verse pas de salaire, moi j'ai mon activité, le jour où je me verse un salaire, c'est le jour où je vais pouvoir partir. Ça a vraiment pas été, alors on peut se dire ouais il ment, etc. mais vraiment c'était pas mon point premier où j'ai dit ça, mais j'ai cherché une facilité. Moi j'ai déjà une entreprise en France, mon auto-entreprise, alors c'est simple à gérer une auto-entreprise, mais j'avais pas envie d'avoir deux entreprises, etc. J'ai cherché pour un projet digital la simplicité pour vraiment nous faire gagner du temps, et moi je le vois déjà aujourd'hui, on vend nos premiers abonnements et je vois, comme je disais, c'est tout automatisé avec eux. Franchement, moi je perds très peu de temps avec ma comptabilité et tout, et je trouve ça vraiment important. Mais ça on te comprend. Hein. T'as investi combien déjà? On n'est pas loin des 40 000 euros. Le dev de base ça m'a coûté à peu près 23 000 euros par là. Tu as bâti un prévisionnel d'exploitation? Oui, moi j'ai un business plan complet. En fait, là je cherche à faire une levée de fonds de 200 000 euros. Qui est déjà prête. En fait, je vais commencer à démarcher les investisseurs. En tout cas, en projection avec une levée, on vise à 12 mois post-levée, bien sûr, plus de 12 000 utilisateurs et entre 20 et 25 000 euros MRR. Et après, pour vous donner plus de vision, on vise à 36 mois post-levée, entre 80 et 100 000 euros MRR. Et on est à peu près à 15 000 euros de dépenses par mois à partir du moment de la levée, quoi. 200 000 euros, c'est ce que toi tu veux? Exactement, c'est ce que je cherche aujourd'hui. Mais après, je cherche surtout à m'entourer. Hein. Moi, je vais chercher surtout des business angels. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un accompagnement avec votre société communique. Enfin, pour moi, je suis persuadé que ça peut vraiment nous aider à passer un cap. Parce que la communication, le marketing, c'est tout moi qui gère. Je m'en sors aujourd'hui. Franchement, ça marche bien. Je suis assez content. Mais c'est pas mon métier du tout, quoi. Donc, moi, je cherche vraiment à m'entourer, même dans la levée. Je cherche quelqu'un qui va nous aider
à éviter certaines erreurs, à avancer vite mais proprement. Ton point mort, parce que tu m'as parlé de chiffres et tout, tu le connais ou enfin demain, c'est quoi le nombre de personnes que tu envisages? Ok, communique, j'ai compris, c'est un accompagnement qui te fait passer des caps. Après, tu parles de levée de fonds à 200 000. Bah en fait, si on arrive à nos objectifs, c'est-à-dire qu'il y a 12 mois, on arrive à faire 20-25 000 euros MRR avec plus de 12-14 000 utilisateurs, c'est nos objectifs. Déjà, là, on est dans un modèle où on perd peu d'argent. En tout cas, nous, on réinvestit tout. Et pourquoi une levée de fonds? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on accélère. Moi, j'ai les moyens, attention, d'avancer comme on le fait aujourd'hui, donc petit à petit, etc. Mais bon, je vais pas... T'as pas peur de te perdre avec une levée de fonds de 200 000 parce que tu te dis, ah bah si j'ai ça, je vais faire ça. Moi, pour moi, c'est pas l'oseille qui va te permettre de forcément passer des caps, tu vois. Alors, c'est sûr que dans ton investissement personnel, c'est-à-dire que t'as ton métier et en plus tu dois taper à côté cette partie-là, c'est certainement pas simple, mais on est tous passés par des moments un peu comme ça. En plus, après, il faut les rendre après, quoi. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu vas aller vite? C'est que t'es pressé ou c'est que... Bah, c'est que j'aimerais qu'on prenne rapidement notre place, parce que des solutions digitales, ça arrive de plus en plus. Et moi, j'ai besoin quand même qu'on aille vite, et surtout pour faire grandir la densité, pour que la valeur de mon savoir-faire augmente le plus vite possible. Et justement, en fait, avec notre attaque locale, région par région, bah honnêtement, on a besoin de fonds pour accélérer. Aujourd'hui, bon, j'ai quand même des inscrits tous les jours, mais on est en général entre 3 et 10 inscrits par jour. Bah, la vitesse, ça va pas, on va pas tout exploser comme ça. À cette vitesse, en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps, même si après, ça va se faire au fur et à mesure. Mais je pense qu'une levée de fonds, en tout cas, j'ai beaucoup hésité, mais aujourd'hui, je pense que c'est ce qui va vraiment nous permettre d'accélérer et correctement, quoi. Bah merci pour tout ça. Merci à vous de nous offrir cette opportunité de venir ici. Bah merci à toi de t'être présenté. Franchement, merci d'avoir pris le temps et puis d'être venu. Et j'espère que ton projet fonctionnera et que tu resteras un petit peu dans notre pays quand même. Bah moi j'aimerais rester, mais bon. Oh bon, non, il va se barrer, bon. Mais on l'a perdu. On l'a perdu. Bah merci à toi, bonne journée. Merci, bonne journée à toi. Mais je trouve que c'est bien, moi. Elle est bien sa solution. Mais j'ai l'impression que c'est comme si tu trouves une voiture, la 325 TDS, qui a 9000 km, qui est parfaite, mais elle est plaquée roumaine, avec de la rouille un peu cachée en dessous. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a ramené une voiture d'Allemagne là. Ah, ça me gêne vraiment l'Estonie là. Bah excuse-moi, excuse-moi, ça me surprend pas. Alors, il a dit deux choses qui t'ont fâché, l'Estonie et micro-entreprise. Voilà. Alors on va s'adresser au fisc. Alors le fisc, dis-nous pourquoi ça te plaît pas. Il a juste envie de pas payer d'impôts. Ouais, en fait, il existe des dispositifs d'exo et là, mélanger... Tu peux me les trouver, Philippe, s'il te plaît? Oui, mais... Moi, je les connais pas. Fais-moi profiter. Pour les créateurs, tu peux t'installer dans certaines zones, c'est vrai, elles sont rares, mais peut-être lui, il peut y prétendre. Et puis, on a un mélange des gens, là. Le statut de micro et de i, excuse-moi, c'est deux statuts identiques. Un micro est une i. L'idée me paraît bien, mais le mélange des gens me fait un peu peur. Il existe des choses physiques. Les réseaux d'entrepreneurs, c'est ça. Mais en fait, il y a des réunions toutes les semaines, d'entrepreneur à entrepreneur. Recommandation sur recommandation. Donc ça, j'ai pas voulu évoquer ça, parce que là, on est dans le digital. Il a raison d'aller sur ce domaine-là. Et sur le domaine commercial, des artisans qui sont un peu en défaut là-dessus. Moi, je pense que les gens sont... L'abonnement... Je pense, Philippe, je vais te dire un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars. Je pense que les gens, mine de rien, en France, sont très chauvins. Et le fait que les gens soient très chauvins, je pense que le fait de dire dès le départ que c'est déjà en Estonie et qu'avant même que ça perce, que ça marche, que ça se développe, que ce soit en Estonie, il y a plein de gens, que ce soit investisseurs, même s'ils les a ailleurs, banques, les gens ils vont dire oh là là, je te facture en Estonie et tout, je sais pas quoi. Je pense que ces trucs-là, faut faire en France. Tant que tu brasses pas une tonne d'oseille, déjà, tu payes pas une tonne d'impôts. Et quand ça a percé, que ça a marché, là, tu te sauves. Il y a une dichotomie. Oui, non, mais il y a une lobotomie. Il y a une lobotomie même. Est-ce que t'aimes bien ce mot-là? Non, ça sert à rien. Il m'a dit 3 trucs qui m'ont pas plu. Business Angel, scaler mon business, Strava. Les amis, on n'est pas content de payer des impôts, que ce soit bien clair. Hein. Et on n'est pas non plus le fisc, on n'est pas payé par l'État français pour dire vous devez rester en France. Évidemment, à ma position, je peux pas me plaindre. On a tous à manger dans notre assiette, mais évidemment, c'est vrai que des fois, il y a des abus en France, donc c'est vraiment abusé. Mais je pense que là, pour lui, c'est un frein, parce que dès que quelqu'un va vouloir dès qu'il va dire à un monteur qui va faire une bannière sur son site, et l'autre il va se dire oh là là, est-ce que j'ai pas peur d'un contrôle fiscal, est-ce qu'on va faire une facture en Estonie,
c'est pas grave, mais il y a des gens, ça va freiner, c'est sûr. Puis il y a surtout beaucoup de gens, je pense, ça va freiner de se dire je vais bosser via une plateforme qui se trouve pas en France, qui est en Estonie, est-ce que je vais toucher mes sous à un moment donné et en plus, on parle de B2B, donc c'est... Alors qu'il est certainement ultra professionnel, évidemment que les gens vont toucher leurs sous, évidemment que lui, il paiera ses impôts là-bas, et comme il dit, moi je le crois quand il dit qu'il y va pas que pour les impôts, mais par contre, oui, ça va être un réel frein, c'est sûr. C'est pas une levée de fonds qu'il lui faut, c'est plutôt de l'accompagnement, d'organisation, de la structuration. L'idée, elle est bonne, mais c'est un petit peu brouillon. Il a touché un sujet qui est intéressant, mais il est trop brouillon. Mais je comprends, dans son accompagnement, il a besoin d'un accompagnement global en fait. Et d'ailleurs, il fait pas d'erreur dans son discours, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être entouré. Et je pense que dans l'entourage, c'est de dire non, ton Estonie, c'est une erreur. C'est-à-dire que si tu veux partir, Commencez par là. voilà. Et à mon sens, son abonnement, c'est pas le meilleur truc, je pense qu'il vaut mieux partir sur la commission. Parce que, comme disait Aurélien, tu l'as fait travailler, tu vas continuer à payer l'abonnement. Les gens aujourd'hui voient l'abonnement comme l'abonnement téléphone, tu vois, t'as vraiment quelque chose que tu utilises tous les jours et que tu exploites. Alex Engineering. Bonjour. Alors, on a carrément un petit prospectus. Bon, déjà moi c'est bon, je suis prêt. Oh non, il est expatrié lui aussi. Si c'est pas vendu. Par contre, je vois des V8 partout, donc ça me plaît. Bah écoute, bienvenue, vas-y, tu peux te mettre derrière le petit bureau si tu veux. Et puis, on t'écoute. Donc je vais vous présenter mon projet Alex Engineering. Donc c'est de la préparation automobile, c'est un peu mon rêve depuis que je suis tout petit. Un peu comme on voit dans les émissions à la télé, aux États-Unis, la Total. Donc je m'étais renseigné, donc j'ai commencé avec un BTS à combustion interne, afin d'apprendre toutes les bases vraiment propres au moteur. Donc dans le BTS, il fallait faire 2 stages, un chaque année. Un stage que j'ai réalisé dans la société Motortech, donc à Toulon. Chez notre ami Yann. C'est avec Yann comme maître de stage. Putain, t'as rencontré Yann? Voilà, donc c'est lui qui m'a montré un peu. Donc je me suis rendu compte que la préparation, c'était un milieu qui était un petit peu secret, caché en 2015-2016. Personne n'en parlait trop, ça venait beaucoup cartographie, tout ça. Donc ensuite, on m'a conseillé de continuer mes études en école d'ingénieur. Donc j'ai fait une école d'ingénieur sur Paris en mécatronique, le Garac en partenariat avec le CNAM. Donc c'était une école qui était en apprentissage sur 3 ans. Donc ça, je l'ai réalisé dans le groupe Feu Vert. Dernière année d'école, j'ai fait mon stage chez Ferrari à Luxembourg. J'habite à côté, donc j'avais envie d'y aller, donc je m'étais dit déjà commencer à Luxembourg. Après l'école, j'ai travaillé chez Volkswagen à Luxembourg, donc 2019, après il y a eu le Covid. C'est là que j'ai rencontré Pony Classic. Donc c'était une société qui apportait des pièces des États-Unis, de véhicules américains, surtout sur les Mustangs de 64 à 73. C'est ce que j'aime, donc je vais là-dedans. Ça correspondait pas trop à mes diplômes ni à mes études, mais je voyais qu'il y avait un potentiel de faire quelque chose. Donc c'est une société où je suis rentré en préparateur de commandes au début, donc c'était juste récupérer les colis, réétiqueter, réemballer par rapport au site internet qui était en place. Donc les options qui m'ont mené à la situation actuelle, donc il y a eu le gérant qui commençait à approcher l'âge de la retraite pour éviter une double peine où je devais racheter la société dans laquelle j'étais à l'intérieur, donc ça venait un petit peu à me racheter moi-même, c'était un peu des options compliquées. Donc on est parti sur l'option de créer ma propre entité. Soit je commençais tout seul en créant ma SARL, soit sinon j'en avais discuté avec un garage avec qui on faisait pas mal de prestations, qui lui m'avait dit viens avec moi, comme ça tu ramènes ton savoir-faire, on fait quelque chose à 2. Et l'option 3, finalement j'ai quand même créé ma société, mais en partenariat avec le garage. Donc le gérant du garage a pris des parts dans ma société, afin qu'on puisse continuer tous les deux, mais en ayant quand même chacun un petit peu de notre chez-soi, quoi. Donc ça, c'est l'ancienne société dans laquelle j'étais. Donc c'est quelqu'un qui avait commencé tout seul en 2016, donc avec un site internet d'importation de pièces depuis les États-Unis. Lui c'était ça, donc Pony Classic. Oui, c'était ça. Lui, il vendait des moteurs, en gros. Le gros du truc, c'était ça. Le gros du truc, c'était la pièce, et il vendait des moteurs complets aussi. Parce qu'aux États-Unis, on peut acheter le moteur déjà prêt, complet. Donc il commandait ça aux États-Unis. Avec ses contacts à lui, et après il proposait ça en France. Avec ses contacts, il proposait ça en France. Mais moteur stock sans prépa, sans rien. Juste du moteur, ok, d'accord. Et donc du coup, lui, il a commencé en 2016. Moi, je suis arrivé en 2020. En 2020, ça fonctionnait, mais après, il y a eu le contre-coup du Covid. Donc le Covid, il y a eu plus d'approvisionnement sur tout ce qui était du coup la partie moteur complet. Mais vu que j'en avais vu quelques-uns avant comment ça se passait, je lui ai dit, j'ai les compétences, on a les contacts, pourquoi pas faire ça maintenant, nous, en Europe. Comme ça, on est moins dépendant des Américains, parce que les Américains, après cette période, ils se gardaient un peu les bons trucs pour eux, ça partait plus trop chez nous. Donc là, on a commencé, on s'est lancé là-dessus, donc proposer nos propres moteurs préparés entièrement à la carte. Et on a poussé aussi encore avec le site internet, donc on a vu, ça a bien pris. Après, on a pris un deuxième employé pour que je puisse vraiment me concentrer plus sur encore la partie moteur
développer ça. Et ça jusqu'en 2025, l'année dernière, où c'est là que ça a commencé à changer. Donc là, c'est la boîte avant que tu rentres dedans, avant que vous ayez 51-49% là. Voilà. Et là maintenant, c'est la société que j'ai ouverte. Du coup, elle est ouverte depuis le 21 janvier de cette année. Donc l'objectif, c'est de continuer tout ce que je faisais déjà chez Pony Classic. Donc tout ce qui est la partie vente de pièces sur les Ford Mustang, les moteurs Ford. Augmenter avec le marché de la Chevrolet, qui est un marché qui n'est pas encore exploré trop en Europe. Tout le monde connaît la Ford Mustang, mais peu de monde connaissent les produits Chevrolet. Donc arriver là-dessus, et maintenant avec le partenariat avec le garage, proposer le montage de tout ce qu'on vendait avant déjà. Celui avec qui tu t'es associé qui a pris 49%, lui il a un garage où il monte le bloc dans ta caisse. Ils peuvent proposer du montage de blocs dans les voitures, il a une carrosserie, donc c'est... Et c'est quoi le profil des gars qui viennent changer un moteur? C'est le moteur il est pété ou c'est des mecs qui veulent des énormes big blocs? Il y a de tout. Ça peut aller du gars qui a apporté sa voiture, elle arrive, c'est pas comme sur les photos, comme ça arrive souvent, donc on change, on refait le moteur. Ou ça peut être quelqu'un qui veut plus de puissance, quelqu'un qui veut faire de la piste, quelqu'un qui veut un truc fiable, cool, par exemple passer en injection, faire la balade, partir en vacances. Moi qui n'y connais strictement rien, c'est quoi? Il y a un panier moyen, il y a un prix, un moteur ça va coûter cher, non? Ouais. T'en fais combien? T'as le temps d'en faire combien? Parce que c'est lié à ton savoir-faire ou au savoir-faire des... C'est lié beaucoup au délai avec les ateliers de rectification. C'est quoi le gros du truc? Tu disais le gros du truc c'est de vendre des pièces et des moteurs. Et donc c'est quoi? Tu vends énormément de pièces et un petit peu de moteurs ou beaucoup de blocs sur des palettes? C'est coupé en deux, il y a la partie bloc et la partie pièce. Parce que la partie pièce ça va être la pièce mécanique, carrosserie, boîte de vitesse. Avec le fournisseur aux États-Unis on peut avoir tout ce qui touche à la voiture. Et avant on était sur à peu près 60-40. 60% de pièces, 40% blocs. Parce que pour faire les blocs, on commande aussi des pièces, donc ça rentre dans la partie... Et ça coûte quoi un mec qui met un V8 classique On va dire le classique, on est à 6-7 000 euros. Et après, ça monte à 20-30. Et je me pose la question, parce que tu vois, je me posais la question, moi dans ma tête, on connaît les gros big blocs, les 424 CI, là, 454, mais il y a au-dessus ou pas? C'est quoi la plus grosse cylindrée? C'est 8 litres? 10 litres? Non. Et tu peux en avoir un, toi? Oui. Oh, mon rêve! Ok, donc là, donc ça c'est le marché de ce que vous faites maintenant là depuis l'ouverture de la boîte. Ça c'est ce qu'on fait maintenant depuis l'ouverture de la boîte. En plus de proposer le montage avec ton associé. Voilà. Donc pour cette société, je suis en train de voir pour faire un site internet pour me faire connaître. Vu que j'ai pas repris l'ancienne société, je dois repartir de zéro. Donc là, j'essaye de mettre en place un site internet. Donc sur le site, on va proposer toujours la Ford Mustang comme on faisait avant, parce que c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Mais on peut voir que chez Ford, il y a beaucoup d'autres modèles qui sont importés qui vaillent le coup de s'y intéresser, donc il y a un marché à prendre, et surtout la Chevrolet, parce que nous en Europe on parle beaucoup de la Mustang, mais aux États-Unis la Chevrolet c'est 60%, 70% du marché par rapport à la Ford, et avec les prix des Mustangs qui montent, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont switcher sur la Chevrolet. Même moi à titre perso j'en ai acheté une aussi pour apprendre et voir comment ça se passe, rentrer sur des groupes Facebook, connaître un peu le business de la Chevrolet quoi. Et il faudra un deuxième site internet pour une partie vitrine, donc pour montrer les moteurs qu'on propose, montrer ce qu'on peut faire en montage véhicule, et la partie carrosserie. Et pourquoi deuxième site internet? C'est un site commercial et un site vitrine. Ah oui, pour moi, il faut que tu fasses sur un seul site parce que sinon les gens ils vont plus savoir s'il faut aller là, ils vont se dire bah finalement ils vendent rien. Entre temps, j'ai eu des rendez-vous avec des personnes qui gèrent ça, les sites internet, donc on m'a dit que c'était mieux de faire un seul site justement pour éviter de diviser le flux quoi. Donc sur le site internet, faut savoir que le monde de la Chevrolet et de la Ford, si on se concentre uniquement déjà sur les pièces techniques, on est à 25 000 références. Ça c'est ce que les fournisseurs m'ont fourni, donc c'est un volume qui est considérable. Donc pour le départ, je pensais commencer avec 5000 références, c'est à peu près ce qu'on avait déjà sur l'ancien site internet. Donc à notre échelle, on arrivait à s'en sortir. Donc tout ça c'est beau, mais il y a une grosse partie logistique. Donc tous nos fournisseurs sont aux États-Unis. Donc pour ça, il faut tout ramener en Europe. Donc là, je passe via FedEx, UPS à 90%, tout ce qui est petites commandes dans des cartons, et tout ce qui est grosses commandes sur palette, si par exemple c'est du moteur complet, de la boîte de vitesse, du lourd, DSV, DHL, tout en avion pour avoir des délais ultra courts et compétitifs. Là, l'objectif c'est, si là je commande maintenant, semaine prochaine c'est là. Ouais, c'est ça, c'est une semaine, ouais. Par contre, il y a un coût plus important sur le truc, mais toi tu l'absorbes assez facilement. C'est pas un problème, on arrive à absorber et être à peu près concurrent avec ceux qui font du maritime. Ouais, donc, oui, mais toi t'es plus réactif dans ces cas-là. Plus réactif et j'ai pas besoin d'avoir un stock, alors que ceux qui font du maritime, ils doivent privilégier le stock. Donc après on arrive au choix, pourquoi le Luxembourg? Parce qu'à Luxembourg il y a un aéroport international avec la plus grande compagnie de cargo aérien du monde, Cargolux. Et à Luxembourg on a l'aéroport international, DSV, FedEx, UPS, DB Schenker, mon local dans un rayon de 10 km. Donc voilà, donc l'objectif c'est tu devrais vraiment réussir à faire le pont logistique, et après on diffuse Belgique, France, Suisse, et les marchés qu'on n'a pas encore explorés c'est l'Allemagne
qui sont assez fermés chez eux, et la Hollande. Parce qu'en France, où on est limité, c'est un peu tout ce qui va être sur la partie customisation, amélioration, contrôle technique, homologation des véhicules, c'est pas la même chose. Alors la Suisse, du coup, ça doit pas être évident. Suisse, ils sont rigides, mais on peut inscrire des modifications sur les cartes grises, il me semble. Donc on a certains clients à qui on a déjà vendu des moteurs ou des pièces performance et ils ont réussi à homologuer les voitures, donc ça s'est bien passé. Voilà. Après, pour travailler avec la France, on fait beaucoup d'envois par la poste pour tout ce qui est petits colis, et on est à 25 km du bureau de poste en France pour gérer ça. Pas de raison fiscale. Non, pas principal. Mais vu que j'étais à Luxembourg déjà depuis 2019, pour moi c'était logique d'y rester. Donc tout ça, ça nous amène aussi à la partie moteur. Donc pour ça, je travaille avec 3 ateliers, Belgique, Luxembourg et France. Les 3 ateliers sont tous les 3 complémentaires, ils proposent chacun des prestations différentes. Et le fait de travailler avec 3 ateliers, ça me permet d'avoir un délai de réponse plus rapide. Par exemple, si j'ai 4 moteurs, au lieu d'envoyer les 4 dans un seul et qu'ils soient les uns derrière les autres, je peux faire 2 et 2. Et ça permet de faire un roulement. Donc on a soit la vente de moteurs complets, soit moteur partiel où le client finit de le monter chez lui à la maison. Il a déjà acheté les pièces de son côté et s'il veut se faire son petit projet restauration lui-même dans son garage, c'est possible. On s'occupe juste de la partie compliquée, on va dire usinage. Mais du coup, pourquoi c'est pas ton associé qui le fait, vu qu'il a un atelier? Lui, il va proposer la partie montage des moteurs qu'on vend. C'est que pour la réfection que tu travailles avec 3 ateliers externes? Que pour la réflexion. Donc tu gagnes pas ta vie là-dessus, toi? Non. Ça, c'est juste la mise en relation et ça peut faciliter une vente si le client est loin. Mais c'est de la main-d'œuvre, c'est que de la main-d'œuvre, ça. Donc ça veut dire qu'il gagne bien sa vie quand même, le garage. Donc là, c'est de la négoce, c'est t'achètes et tu revends. Et donc dans ces cas, tu gagnes quand même ta vie sur cette partie-là, t'arrives à bien la gagner. Je prends quelque chose là-dessus. Combien, Alexandre, là, sur le moteur? Sur la main-d'œuvre, on arrive à faire du 20-30. Mais quand toi t'achètes un bloc 6000, tu le revends combien? 6005 ou 10 000? 6000, c'est le prix de vente. Ouais, mais t'as quoi comme marge sur un bloc en général? En général, moi par exemple, j'achète un bloc nu 500 €, on va dire. Donc il n'y a rien du tout, c'est juste une fonderie. Je le fais usiner, je le monte. Si j'ai des pièces, parce que je fais un stock de pièces d'occasion, parce qu'il y a des clients qui cherchent du matching number, donc il me faut des fois des pièces qui datent des années 60 pour m'adapter à la demande. Après, on arrive à 6000 tout monté et ça m'aura coûté dans les 3-4 000 pour faire la prestation complète. Après, on avait pensé aussi pourquoi pas une partie montage à domicile, parce que ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Le client en amont commence déjà à vidanger les fluides, retirer tout ce qu'il arrive à retirer en fonction de ses compétences. Après, moi j'arrive avec la chèvre, je sors le moteur à la maison, je ramène ça dans l'atelier, on fait les travaux et même chose dans le sens inverse. Ton planning de prod, il est à combien? Tu travailles au mois, à la semaine, à 6 mois? C'est quoi le délai? Là, si quelqu'un commande aujourd'hui, on est à peu près au mois. Après, le délai, il varie surtout en fonction des ateliers de rectification et en fonction de ce que le client a commandé, si c'est en stock chez les fournisseurs ou pas. Bon, en général, maintenant, on est revenu, tout est en stock. Dire le temps incompressible, on doit être à 3 semaines à peu près. Donc les forces dans ce projet, c'est mes connaissances, parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'arrête pas de regarder tous les soirs, les week-ends, les rassemblements, les groupes Facebook, les vidéos YouTube. J'ai déjà refait plus de 200 moteurs, donc ils sont tous dans le livre. On a maintenant une partie garage et on a un emplacement qui est plutôt pas mal à Luxembourg avec toutes les sociétés de fret aux alentours. Ça permet d'avoir une bonne réactivité. Donc les faiblesses, c'est qu'actuellement il n'y a pas de site internet, donc on n'a pas de visibilité puisque c'est une nouvelle société aussi. Et l'ancienne société qui est toujours présente, même si on reprend un peu du trafic, parce que du coup dès qu'il a des clients qui veulent des moteurs, il envoie chez moi, mais il a sa marge aussi dessus. Donc c'est... Et aujourd'hui, les gens avec qui tu bosses, ils te connaissent comment? Si t'as pas de site internet, pas de... Bouche à oreille par l'ancienne société, groupe Facebook. Après, groupe Facebook, j'essaye de pas trop faire de pub pour pas faire forceur, mais dès que je vois qu'il y a des projets, des opportunités, j'envoie des messages. Donc plutôt du bouche à oreille. Pour l'instant, c'est beaucoup de bouche à oreille. Le Bon Coin. Tu faisais 1,4 million, j'ai vu le chiffre en 2025. Là aujourd'hui, donc la structure elle a été recréée quand? Là, cette année, t'as dit. Hein. Et donc mensuellement, c'est quoi le chiffre d'affaires que tu fais? Actuellement, vu qu'il n'y a pas de site internet, pas de visibilité, c'est pas énorme. C'est dur de dire mensuellement, parce que des fois on peut avoir 2 moteurs dans un mois on n'en a pas, mais pour l'instant, depuis le début de l'année, on est à 60 000. Ok. Sur 3 mois, quoi. Donc ça fait 20 000. Sur ça, une marge de 30-40 pions. Donc tu arrives à te payer? Non. Ok. On a appris, parce que je travaille à côté, du coup, dans un garage pour me payer. Et l'objectif, c'est de, pendant 1 an, pas tirer sur la société, histoire d'avoir une trésorerie. Aussi, un problème qu'on a, c'est qu'avec les Américains, il faut tout payer 100% à l'avance. Donc il y a un besoin de fonds de roulement qui est important. Et ça, quand j'ai dû trouver une banque, c'était vraiment très compliqué. Par exemple, le client commande quelque chose, moi je dois le payer 100%, alors que le client, il m'a donné 30% d'acompte. Entre-temps, il y a un loyer, bon, pour l'instant, j'ai pas de salaire, il y a tout ça. Donc il faut beaucoup jouer à la banque. Et tu as fait un apport important, là, de ton côté, avec ton associé? 12 000 €, c'était le minimum pour ouvrir une SARL. Ah, il y a un minimum au Luxembourg.
D'accord. Et là, vous avez tous les deux à 51-49% un statut de co-gérant, tous les deux? Non, il n'y a que moi qui suis en statut gérant. Et celui qui a 49, il est juste associé? Il est juste associé. Donc dans le futur, il y a plusieurs axes d'amélioration. Comme j'avais dit, un site pour les professionnels, notamment en proposant des tarifs pour les professionnels. Développer notre propre système d'injection, parce que je travaille beaucoup avec des systèmes d'injection, mais à chaque fois c'est de l'américain. Et pour communiquer avec eux, rien qu'avec le décalage horaire, c'est compliqué. Pour avoir des pièces, à chaque fois il y a la douane. Donc j'aimerais faire un système pour être indépendant en Europe, faire un portfolio comme j'ai fait avec le livre, et l'imprimer en peut-être 50-100 exemplaires, envoyer ça dans des garages, des revendeurs de pièces. Ils ont ça dans la salle d'attente, les clients ils feuillettent, c'est sympa. On a déjà proposé des partenariats pour les gens qui font de la course, et après pourquoi pas faire 2-3 vêtements, 2-3 t-shirts et un pull, histoire d'avoir de la pub aussi avec les gens qui le portent. Ou quand on fait des événements, parce que sur les événements on ramène 2-3 moteurs, on a un petit banc d'essai pour les démarrer, et avoir 2-3 trucs à vendre, parce qu'on vend pas en général sur les événements. Par exemple, je pense au développement de l'injection. Tu penses que de développer, de passer du temps, de l'argent dans des pièces que tu vas faire usiner, que tu vas fabriquer, que tu vas mettre... C'est un système qu'on met en lieu et place d'un carbu, quoi, avec des injecteurs dedans, je vois ce que c'est. Ce système-là, le temps, le développement, l'argent à investir, est-ce qu'il y a vraiment une telle demande? Ou est-ce que tu vas en vendre 4 parce que même si tu en vends 4 par mois, tu vois? Ça va être dans les 3-4. Ça, on va dire que c'est plus... un truc qui me fait plaisir à moi que quelque chose de rentable, quoi. Parce que du coup, tu mets que c'est dans les futurs axes, mais si c'est pas des axes qui sont générateurs de marge et rentables, c'est pas quelque chose qui va faire tourner ta boîte, quoi. Et donc on fait ça aussi tout le temps, ces erreurs-là, mais c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui c'est un vrai frein dans ce qu'on fait, de se dire tiens, je vais me faire des bureaux et des bureaux comme ci et des bureaux comme ça, puis en fait tu vas jamais dans ton bureau, tu vois. Ça se trouve, le temps, l'argent, le développement que tu vas mettre là-dedans, il va te faire perdre de l'argent en vendant 4 par mois, tu vois. Parce que ça se trouve, ton point mort, c'est d'en vendre 11. Et ça se trouve, potentiellement, c'est impossible d'en vendre 11. Et sur les 1,4 million, du coup, avec la différence des 300 000, autour de 300-400 000 que tu veux faire, le reste, c'est l'ancienne entité, en fait, qui a toujours ce trafic. Il a toujours ce trafic, oui. Bon, beaucoup moins, parce qu'il a ralenti. Maintenant, il est en semi-retraite, donc il... Mais il y avait quand même 1,4 million de chiffre d'affaires, quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il a quand même gardé beaucoup de ce qui se passait avant. Beaucoup, mais après, il trie beaucoup. Oui, ça a bien baissé. D'accord. Tes forces à toi, c'est vraiment de connaître. Quand je vois les moteurs, si c'est toi qui as fait tout ça, c'est magnifique parce que... Tout ce qui est dedans, c'est fait de A à Z par mois. Quand je vois la complexité des pièces, comment elles sont montées, on voit que c'est des montages qui sont super propres. Toute la partie injection, allumage, tout ça, là, les premiers moteurs que j'ai sous le nez, c'est très bien fait, très bien remonté, très bien réfectionné. Et je pense que vous n'êtes pas 1000 en France à faire ça. Et je pense que là, tu as besoin de te faire aider... vraiment par quelqu'un qui va montrer à cette clientèle de niche. Parce que n'importe quel mec qui roule une BM ou une voiture récente ou une Porsche 911 récente, l'autre, le 5 litres 7 ou le moteur, tu vois, machin, il va même pas savoir ce que c'est. Toi, vous, c'est vraiment la réfection, la restauration des américaines, un peu à l'ancienne. Tu cherches quoi? Tu cherches aujourd'hui à financer, à trouver de l'argent pour financer un site. Tu cherches à avoir des gens qui vont t'aider peut-être dans le développement de la société, dans c'est quoi? Dans le développement, sur tout ce qui va être la partie réseaux sociaux, site internet, vraiment pour se faire connaître et avoir un site qui roule, parce que c'est ça la base, quoi, c'est le site internet. Tu as beaucoup de gens qui veulent pas juste un moteur, un truc, et qui se disent bah, moi je veux ma première américaine, et du coup ils leur importer carrément la voiture? Non, importer, ça je fais pas. Mais est-ce qu'il y a des gens qui des fois te demandent ça? Et après, beaucoup de gens qui veulent se faire plaisir, ils nous appellent, ils disent par exemple, moi mon rêve c'est une GT500 Eleonore. J'ai trouvé la voiture aux États-Unis, j'ai trouvé le gars qui me la ramène. Maintenant je cherche le gars qui peut me fournir toutes les pièces pour la transformer en Eleonore, donc moteur, boîte. Et là, je leur demande, c'est quoi le cahier des charges? Et après, je leur fais un devis sur tout ce qu'on peut avoir, comment on peut le faire. Après, où est-ce qu'ils sont en France, si j'ai des contacts qui peuvent faire le montage. Et est-ce que ça peut pas être, comme dit Ralid, un axe de développement pour générer du chiffre et de la marge et la pérennité de la boîte et ce besoin en fonds de roulement et des salaires, etc., d'avoir justement un pôle importation? Ça peut, mais après, ça fait s'éparpiller, quoi. Ah, mais pourquoi tu rachèterais pas directement des caisses qui ont les moteurs, les plus petits moteurs, et toi tu lui mets un 10 litres? Contrôle technique. Ah ouais? Et du coup, ils font comment tes clients qui font ça du coup en France? Après, par exemple, on peut partir d'un small block. Visuellement, ça reste un small block, mais on change huile au requin, bielle, piston. Et toi, tu pourrais pas le faire en vendant la caisse préparée après? Si, on peut le faire. Parce que tu vois, regarde-moi par exemple, là, je pense à moi là. Moi, genre, là, tu m'as dit que ça existait un 10 litres, j'en veux un, tu vois.
Mais je préférerais que tu me dises, écoute, je te trouve une Corvette avec le petit moteur pourri et je te pose le 10 litres et je te vends la Corvette avec le 10 litres dedans. Mais tu me dirais ça, là, je te l'achèterais maintenant. Oui, je vois, proposer directement un projet déjà ficelé, parce qu'en discutant avec des gens qui font ça, c'est difficile financièrement et aussi avec la marge. Ouais, mais tu commences avec justement un truc, un Ford Ranchero pas trop cher, qui a un peu de borne, tu refais le moteur et tu le revends. Non mais step by step quoi, tu vois, t'es pas obligé d'avoir un parc avec 100 voitures. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent des Aventador, ils ont commencé par des Clio il y a 20 ans quoi. Bah, moi, mon rêve, ça serait d'avoir une caisse, acheter un truc pourri aux États-Unis, la ramener, la faire comme j'aime bien dans mon goût et vendre le projet déjà prêt. Comme ça, le gars déjà, il se dit pas bon, je mets l'argent maintenant, après il y a le délai qui me la fasse et la voiture, j'en profite dans un an. Mais je crois que l'idée du package, comme disait Lucien, moi j'achète tout d'un seul coup, je veux que tout soit mis. Quoi. Là, mais effectivement, ça sera une étape. Enfin, en tout cas, au départ, je pense qu'il faut du marketing, un beau site. Il faut déjà un bon truc et une partie qui roule pour pouvoir avoir de la trésorerie pour après se lancer dans des projets. Au début, tu vois, le fait de mettre de la pièce, des trucs vraiment de faire de la performance, tu as l'impression que tu es vraiment très pro, tu vois. Et moi, j'ai senti un peu le fait de vouloir, avec la chèvre, sortir le moteur chez les gens. Tu sais, t'as l'impression que tu redeviens le mécano de parking, tu vois. Et tu perds un petit peu ce truc où on a l'impression que t'es un pro de l'américaine. Ouais. Ok, bah écoute, merci d'avoir pris tout ce temps, de nous avoir tout présenté. Merci pour le beau livre, sauf si tu nous le reprends. Ouais, je vais le reprendre, j'en ai. Ah bah, reprends-le. Merci beaucoup, Alexandre. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous dire, on a vraiment envie de développer ce concept et de voir plein d'autres abonnés. Moi, ça fait des années que vous m'écrivez en DM à ma mère, vous nous envoyez des courriers ici, vous avez des projets de ouf, où ça peut être associatif, ça peut être entreprise, ça peut être plein de choses. On a aussi envie de partager, d'aider, de comprendre, et puis des fois, malheureusement, de se dire, bah, on n'ira pas sur ce projet-là. C'est aussi le jeu, hein, malheureusement. On a envie de refaire d'autres épisodes, on a envie d'avoir d'autres jurys, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui font ce qu'on fait tous les jours et qui peuvent avoir un avis constructif. On a un petit mail dans la description si vous voulez participer à des prochaines vidéos, les amis, et nous présenter un projet pertinent, etc. N'hésitez pas à envoyer votre petite candidature, on vous enverra une fiche avec des petites choses à remplir, voir si ça correspond à une potentielle vidéo, et ça nous fera vraiment plaisir de vous recevoir, les amis, et puis d'écouter vos projets. Sylvain, il est arrivé comme s'il allait faire un départ dans le sable. Donc moi c'est Sylvain, Emic Shop Moto à Nantes. On est spécialisé off-road. On vend du neuf, on vend... L'occasion. Ah oui, je crois connaître. Je pense que tu connais. J'ai l'impression que je connais. Eh ben c'est bon, moi je suis prêt à investir, je suis prêt à faire ce que tu veux. Oh là là, cette belle CR qui était au plafond du magasin. Ça te fait rien ça, Philippe, toi? Non, il a décroché du plafond. Ça doit être ça. Philippe il se dit oh une moto quoi. Bon les amis évidemment c'est une petite blague, mais Sylvain il a joué le jeu de venir pour nous présenter le magasin et surtout une belle moto. Franchement elle est tellement incroyable. Il faut savoir que ce fumier qui est là il cache des motos en disant ah non faut pas la... Non celle-là faut qu'on la vende parce que sinon Lucien va l'acheter. Non c'est pas ça, c'est que je sais que t'en as plein, alors tu sais après tu fais des achats compulsifs. Non mais les gars mettez-vous à ma place. Quand tu... Là, là, demain, là, il y a un gars qui arrive qui pose de l'argent, je me bats avec lui, je la repaye une deuxième fois la moto. Quand je vois ça, je me dis, oh là là, 2002, le moteur de 94, elle est neuve et tout. Et d'un seul coup, Sylvain, il y en a une qui arrive, elle a jamais été refaite, elle est dans son jus, elle est parfaite comme celle qui est arrivée l'autre jour. Et donc, le magasin de moto, maintenant, Sylvain, est-ce qu'il vend plus de motos d'occasion ou de motos neuves? Oh, occasion, 90% d'occasion qu'on fait, je crois. En fait, par rapport à la trésor, on arrive à acheter beaucoup plus de motos occasion. Tu sais, et puis ça se vend beaucoup mieux. Tu vends, tu sais, les gens plus facilement un budget à 4, 5, 6 000 que mettre 10 000, quoi. Puis les marges sont mieux finalement. Donc voilà les amis, pour ceux qui veulent des petites bécanes, Sylvain, comment on fait? Ils t'appellent, ils viennent au magasin, ils vont sur Instagram? Exactement, on est ouvert partout. Insta, partout. Il y a beaucoup de ventes aussi d'ailleurs, important à dire, peut-être qu'il y a beaucoup de ventes qui sont pas sur les plateformes. Le Bon Coin, etc. Il y a beaucoup de ventes qui se font directement dans les stories Instagram parce que bah, évidemment on n'est pas trop mal suivi et ça part assez vite dans les stories. Des fois Sylvain il met une photo, moto disponible. Ouais, on a tous les jours, quasiment tous les jours on met nos nouvelles entrées le matin. Et ça part assez vite, donc il manquerait plus qu'un site internet, Sylvain. Et ben nous, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis prêt à investir dans cette boîte pour qu'on fasse un site internet avec Communique. Et en vrai, pourquoi on s'interrogerait pas nous-mêmes? Parce que là on fait les donneurs de leçons ou en donneurs d'avis aux autres. Mais nous, on a quand même un magasin
En fait, on se repose sur le fait que ça marche pas trop mal. En fait, franchement, nous, on a la chance par rapport à plein d'autres, c'est qu'on a un gros Insta. On a une visibilité de malade. Pour un magasin de moto, quoi. Nous, on a 300 et quelques mille. Le plus gros magasin de France, je crois qu'il doit avoir, je sais pas, 50 employés ou 70 employés. Il doit avoir 20 000 abonnés, tu vois. Nous, on a 300, on est 4-5. Ça veut dire qu'on va investir beaucoup d'argent dans un site pour avoir 0,5% du trafic qu'on a sur Instagram. Donc nous, ça nous coûterait trop d'argent, je pense, hein, d'avoir un site. T'imagines tout le temps que tu passerais à le tenir à jour, faire les photos, moto vendue, moto disponible, les descriptions, faire tout ça, mettre ça à jour sur un site internet pour qu'en fait la moto, le temps que tu fasses ça, tu l'aurais vendue sur la story Insta. On pourrait avoir juste un site vitrine, quand même un site, c'est un gage de confiance pour les gens. Un site vitrine où ça met, voici notre page Le Bon Coin actualisée en direct, voici notre compte Instagram où on vous parle des actualités du magasin. Quelques motos vendues, quelques motos... Puis je pense aussi des articles à notre effigie. C'est ce qu'ils nous demandent aussi les gens, tu sais, des décos ou ce qu'ils peuvent, tu sais, s'identifier à MX Shop. Tu fais des décos de base, genre pour CRF par exemple, en MX Shop moto. Tu vois, des choses à notre effigie en fait, ou à ton effigie, c'est ce qui nous demandent le plus les gens. Donc faut qu'on fasse un site vitrine et travailler des graphistes pour les décos de moto. Bah on repart avec des choses à faire. Bah merci Sylvain. Bah de rien. On repart avec la CR sur la route ou tu la remets dans le camion? Moi bah sur la route. Merci Sylvain. Merci à toi. Salut. Bonjour. Vous êtes tous les deux à présenter? Juste moi. Ah, juste toi. Ok, bah les gars, dites-nous, bonjour, présentez-vous, dites-nous, dis-nous ce que tu nous proposes, etc. Donc bonjour à tous, je m'appelle Adam, j'ai 26 ans et le 15 septembre 2019, j'ai eu un grave accident qui m'a rendu tétraplégique. Donc avant ça, j'étais étudiant, fan de moto, fan de voiture. J'avais commencé une formation chez Mercedes. 15 jours avant de commencer ma formation, j'ai eu ce fameux accident qui m'a rendu tétraplégique. Donc j'ai passé 6 mois en centre de réadaptation, donc hôpital, réa, et 1 an en centre de rééducation. Et pendant ce temps-là, mon père a décidé d'inventer quelque chose. Donc mon père est marchand de biens immobilier depuis plus de 30 ans, passionné d'immobilier. Il a fait plus de 150 projets dans toute la France. Il a voyagé partout. Et il y a un projet qui a marqué sa vie. C'est le projet de son ami, Fabien. C'était son ami, mais c'était aussi son architecte. Fabien a eu un accident 2 ans avant moi. En rentrant chez lui, il a eu un accident de moto, ce qui peut arriver à toute personne qui fait de la moto. Et il est devenu hémiplégique. Et sa femme est venue voir mon père un matin. Et elle lui a dit, voilà, Fabien a eu un accident. Construis-nous une maison PMR. Donc c'était sa première maison PMR. Il est allé sur internet, il a regardé ce qui se faisait. Donc il a fait une maison avec des grandes portes, des grands couloirs, des zones de retournement. Et lorsque Fabien est rentré chez lui, il n'a jamais pu retrouver son autonomie. Il a toujours été dépendant de son aidant, sa femme, mais aussi des aidants comme les auxiliaires, les infirmières et ce genre de choses. Donc il ne peut pas reprendre le travail. Tout ce qui est sociabilité est diminué. Alors juste pour qu'on comprenne et que les gens de la vidéo comprennent, hémiplégique, c'est quoi déjà? Hémiplégique, en fait, c'est quand on est paralysé de la moitié du corps, gauche ou droite. Et paraplégique, c'est uniquement les jambes. Et tétraplégie, il y a différents niveaux en fait, et ça part des mains, des abdos, mais après une tétraplégie complète, c'est comme ce qu'on voit dans le film Intouchable. Ouais, j'ai un pote qui est comme ça, qu'on emmène en voiture souvent. Je suis obligé de le tenir parce que même sa tête, il a du mal à... Donc ça, c'est tétraplégique au niveau le plus haut. Exactement. Donc moi, j'ai mon accident 2 mois après la crémaillère, et mon père remarque qu'il y a une vraie problématique, c'est que tous les logements PMR, ils nous rendent pas libres, ils nous rendent pas autonomes, on est toujours dépendants des autres, donc que ce soit des aidants familiales ou professionnels. Et lui, ce qu'il veut, c'est que moi, qui étais toujours quelqu'un de très libre, je retrouve ma liberté. Donc il a eu l'idée d'inventer le système auto. C'est un plateau tournant de 4 mètres de diamètre, sur lequel on retrouve une cuisine, des placards, une salle de bain, une douche. Et en fait, le module, il tourne et il apporte la pièce que vous avez besoin directement en face de vous. Donc j'ai 2 petites vidéos à vous montrer. Donc ici, on est chez moi. Donc on retrouve la douche qui se retrouve en face du lit. Puis le module, il tourne. La partie salle d'eau avec un WC, un lavabo et une machine à laver murale. Des placards de rangement et une cuisine complètement équipée PMR. Et en fait, le module fait aller-retour et vous dépose la pièce en face de vous quand vous en avez besoin. Et donc c'est quoi? Il y a un moteur électrique qui fait tourner? C'est une crémaillère centrale avec un moteur qui est déporté. Et en fait, le moteur est commandé par des automates, donc soit par commande vocale, soit par bouton poussoir dans le module rotatif, ou encore une application sur le téléphone ou sur une tablette tactile. Comment ça se passe pour les évoques? Tout part au milieu. C'est le secret, c'est le brevet.
Le module rotatif est breveté. On a un brevet France, on est en cours du brevet Europe. Ah, excellent. Et j'imagine il y a dû avoir toute une complexité pour pas que, par exemple, tu appuies sans faire exprès que ça bloque un fauteuil ou... Voilà, donc tout ça c'est certifié. On a des sécurités sur les côtés des murs, il y a des bandes palpeuses, ce genre de choses. Alors du coup, moi quand je suis rentré chez moi, j'ai remarqué que je gagnais réellement de l'autonomie. J'ai pu reprendre le travail. Je travaille dans l'immobilier en tant que marchand. Et à côté de ça, je travaille chez Auto. J'ai pu retrouver une vie sociale. Je peux de nouveau rouler en voiture, alors qu'on m'avait clairement dit que c'était impossible en centre de rééducation. Et à ce moment-là, du coup, avec tous les progrès que j'ai faits, avec mon père, on a décidé de créer une société qui s'appelle Auto. Lorsqu'on a créé la société, on a voulu directement industrialiser le module rotatif. Donc il y a eu 2 ans de travail avec un bureau d'études pour créer le système en usine, pour pouvoir le concevoir complètement hors site et pour gagner du temps pour la création des futurs logements. Donc par la suite, on a créé notre première maison, qui est celle-ci. Ça a été une maison test, aussi bien des tests de création, de faisabilité, mais également des tests d'utilisabilité par rapport aux personnes et aux différents handicaps, donc paraplégiques, hémiplégiques, tétraplégiques, amputés et tout ce qui est AVC et tout type d'handicap. Donc là, on retrouve le même module rotatif, sauf qu'on est sur de l'aluminium alvéolaire, alors que chez moi, ça a été fait en bois, au cœur de l'habitat. Donc on retrouve la cuisine, la douche comme avant, la partie salle d'eau, avec les mêmes commodités que chez moi. Le module ne fait pas de bruit, il est sur batterie. Donc en fait, c'est 2 batteries qui se chargent et qui se déchargent continuellement pour qu'en cas de coupure électrique, le module puisse encore tourner. Donc voilà, là c'est mon père qui fait une petite apparition. Donc les placards de rangement, lorsqu'on les sort en même temps, ça fait une coupure entre la partie salon, salle à manger et la partie douche. Mais j'imagine que celui qui veut faire ça dans sa maison, c'est quand même des sacrés travaux, quoi. Alors on a 3 possibilités de création. Soit on construit de la maison neuve, comme notre maison témoin. Soit on l'incorpore au cœur de l'habitat. Donc là, il y a des travaux de faisabilité. Donc il faut faire passer un bureau d'études pour voir si la dalle supporte. Et après, sinon, on peut créer des extensions avec le module rotatif. Donc en fait, on vient avec la partie module plus la partie couchage. On vient se greffer sur l'habitat existant. Fallait y penser, quoi. C'est unique au monde, ça existe nulle part ailleurs. Ça fait quoi en diamètre? Ça fait 4 mètres de diamètre, donc en fait ça prend 13 mètres carrés. Donc suite à tous ces tests, il faut bien rentabiliser notre maison témoin. Donc on a décidé de créer des locations, donc aussi bien pour que des personnes qui ont envie d'acheter puissent venir essayer et tester, mais aussi pour pouvoir proposer des logements PMR réellement accessibles. Et on a de très bons retours avec ça. Et en fait, suite à différents salons, ce genre de choses, on a remarqué qu'on répondait aussi à tout ce qui était seniors, personnes qui veulent des logements un peu atypiques, ce genre de choses. Donc cette maison nous a permis à nous de vérifier et valider nos tests. Et ensuite, pour que les personnes puissent venir se projeter, comme je vous expliquais, donc par rapport à la location, ils viennent 1 nuit, 2 nuits, 1 semaine, ils testent et ils nous demandent d'adapter le module rotatif par rapport à leurs besoins. On la loue à partir depuis mai et ça nous a permis de faire 20 000 € de chiffre de location pour une première année en 8 mois de location, quoi. Donc c'est pas déconnant. Entre-temps, on est passé à la télé, entre autres dans Qui veut être mon associé sur M6. Et ils ont dit quoi sur l'émission du coup? Alors dans Qui veut être mon associé, on a été suivi par monsieur l'archevêque pour des questions de contrat, de brevets, ce genre de choses. On n'a pas donné suite, mais on a été suivi par monsieur l'archevêque. Ok, et ils y mettaient combien? 150 000 €. En échange de 5%. Plus 5% de BCA. Donc comment on voit la suite de Auto, c'est de vendre de différentes manières. Premièrement en B2B, donc proposer de vendre notre logement à des hôteliers par exemple, à des personnes qui veulent faire du gîte, parce que suite à nos locations, on a remarqué qu'on avait plein de demandes dans toute la France pour de la location saisonnière, mais également avec des bailleurs. Donc là, on proposerait un module rotatif toujours de qualité, mais à des prix beaucoup moins onéreux. Ensuite, en B2C, donc le proposer aux personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, mais également pour des personnes qui souhaitent une maison secondaire. Vu sur la mer, le terrain coûte très cher. Là, on a la possibilité de construire des maisons à partir de 50 mètres carrés. Donc on peut acheter un terrain beaucoup plus petit, minimiser le frais du foncier, mais également pour des logements pour les jeunes, mais aussi évolutifs. En fait, tout ce que vous voyez dans le module rotatif se clip et se déclipse du module. Donc on peut très bien mettre une cuisine complètement standard et demain vous avez une problématique de
besoins de situation. Du coup, on pourrait déclipser par exemple les meubles bas d'une cuisine pour mettre un plan de travail ou rajouter des barres, ce genre de choses par rapport à un handicap ou à de la vieillesse. Et pour finir, en B2B2C, donc là c'est pour proposer à des investisseurs aussi bien dans la société que extérieurs, proposer à des entrepreneurs comme des marchands de biens qui nous achèteraient des systèmes pour les revendre ou des agences immobilières. Et par la suite, on aimerait créer des franchises un peu partout en France et dans le monde, peut-être, qui sait, pour pouvoir proposer des agences auto un peu partout. Mais là, c'est pour vendre le module ou vendre les logements avec? Alors, on peut vendre du module, on peut vendre du logement avec. Nous, on sait qu'on a la capacité de tout faire, tout dépend le besoin de la personne. En fait, on est capable, entre nos deux sociétés, de proposer un projet de A à Z. Si maintenant la personne est propriétaire d'une maison, d'un appartement, on pourrait même aller acheter son appartement, lui revendre son appartement, le déménagement, la création du logement et tout lui ramener dans son logement. Donc le prévisionnel annuel de 2027, c'est de faire 20 logements auto. On a déjà des précommandes. En 2030, c'est de monter à 50 et en 2035, c'est de monter à 200 en France. Donc couper la carte de la France en 4 et proposer 50 logements auto à la vente un peu partout. C'est quoi le prix de vente moyen de... Un système rotatif, ça coûte 80 000 € et on est capable de vendre des maisons à partir de 50 mètres carrés, 200 000 €. Et comment ils font les gens qui sont en fauteuil aujourd'hui, là je pense à ça, ils veulent un Airbnb? Ben comme toi, sauf que tu rentres tes besoins. Après il y a différents sites qui existent, Airbnb, APMR. Ah oui, ils ont fait des choses où on peut demander des détails et puis après, mais t'as réellement des maisons qui ont été pensées pour ça? On voit aujourd'hui que moi j'ai des potes en fauteuil depuis des années, je sais que c'est une catastrophe quoi. Exactement. Il n'y a aucun trottoir, il n'y a aucun truc, il y a aucune porte, qui est fonctionnelle, tu peux aller nulle part quoi. Pour vous dire, aujourd'hui je suis venu à Angers, ça fait 3 jours que je suis à Angers pour différents déplacements professionnels. Je loue un Airbnb PMR, donc il est PMR, je ne le dénigre pas du tout. Chez moi je prends 45 minutes pour me préparer. Ici je suis plus à 1h30, 2 heures de préparation. En fait je vois bien le propriétaire qui se dit je mets une porte de 90 et je mets ça et ça, comme ça si un jour on me demande, on pourra pas me le reprocher. Ouais. Mais il a pas fait son logement pour des gens en fauteuil. Il est rentré dans les cases, comme quand on a fait ce magasin, nous, la première chose qu'on a fait, c'est de prendre des métrés pour savoir si un gars en fauteuil il peut aller dans les toilettes, tu vois. Et moi je l'ai fait par rapport à ma clientèle. Tu vois, on n'a pas été contrôlé, mais tu vas pas te dire je vais refaire des travaux parce que dans tous les sens, tu essayes de te dire est-ce que je vais être au minimum aux normes, c'est ça que les gens pensent. Et dans l'immobilier, je pense qu'il y a une niche à prendre quoi. Ouais. Moi je me dis il y a vraiment une niche à prendre sur les logements, parce que le mec qui fait plein de logements, il peut se dire bah pourquoi pas en faire un, mais par contre limite c'est plus qu'il a des critères qui correspondent à case PMR, c'est carrément dans le titre, parce que là du coup les gens qui ont besoin, ils vont pouvoir tout de suite se dire ah bah tiens c'est un logement fait pour quoi. Par exemple notre logement qu'on loue en Alsace, sur Airbnb, il y a marqué le maison auto 100% PMR. Ah voilà. Donc voilà, nous on a décidé de le mettre en avant. Et c'est là que tu fais de 20 000 € sur 8 mois quoi. C'est ça. Et en parallèle de la vente de maison, on souhaite créer une carte des logements auto. Donc créer un site avec que des logements auto un peu partout en France pour qu'en fait, suite à 6 mois, à 8 mois de location, j'ai souvent des appels, oui bonjour monsieur Burner, est-ce que vous avez un logement en Suisse, est-ce que vous avez un logement dans le sud, est-ce que vous avez un logement dans l'ouest de la France, et du coup on est sur différents projets. Donc en B2B2C, excusez-moi. Donc par exemple encore hier, je suis monté au Mont-Saint-Michel, près du Mont-Saint-Michel, parce qu'il y a une dame qui a chambre d'hôte gîte et elle souhaite incorporer un logement auto dans ses chambres d'hôtes pour pouvoir proposer un logement 100% accessible. On a aussi des projets dans le sud, près de Nice, à Lyon, et un projet dans les Vosges qui est en cours. Et par rapport aux locations, nous on est sur ces différents sites, on est sur Airbnb, Booking, Amivac et APMR. APMR, c'est un site uniquement dédié à la location pour les personnes à mobilité réduite. Et alors là, quand tu dis que vous avez déjà des commandes, ça veut dire que là, vous avez commencé les travaux Alors, on vient d'avoir la norme CE, c'est en cours. On a beaucoup eu de problématiques parce qu'en fait, on a créé une machine au cœur de l'habitat. Donc en fait, c'est une machine industrielle, sauf que c'est dans l'habitat, donc on ne peut pas mettre des chaussures de sécurité, on ne peut pas leur demander d'avoir un flash comme dans une usine pour dire ça va tourner. Donc on a eu beaucoup de problématiques par rapport aux sécurités. On a raté plein de commandes de particuliers parce qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre un logement. Ils avaient besoin de trouver un logement suite à un accident, un AVC, ce genre de choses. Et là, on continue notre précommande. Et le but, c'est que pour 2027, on construise 20 maisons.
Mais la stratégie, c'est vraiment de vendre et le système auto et la maison autour. C'est ça le vrai. Parce qu'en fait, il y a vraiment plein de stratégies. Et après, comme tout, il y a un moment donné, je pense qu'il faut se concentrer sur quelque chose et que tu le déploies. Après, je comprends, chaque idée, je la comprends. Mais comment tu fais pour à un moment donné avoir tes 20 systèmes auto? Et donc, ça veut dire que tu vends 80 plus la maison à 200? Non, 80 plus 120. En fait, on est partenaire avec une société qui s'appelle Boa. C'est une société qui construit de la maison en ossature bois. En fait, nous, notre problématique, c'est qu'on construit notre système rotatif dans notre usine. Donc en fait, on le construit à 90%, on le teste, et ensuite on le coupe en 3 pour le poser sur un camion. En parallèle, pourquoi Boa? Parce que eux construisent leurs murs et leurs plafonds en usine. Par exemple là, lorsqu'on a construit notre maison témoin, en fait, on a préparé notre dalle, on a posé notre coffrage la veille ou 2 jours avant, et ensuite on a posé notre module rotatif de 8h à 10h, et de 10h à 18h, on a posé nos 4 murs, le toit et le carport. Le soir même, la maison était hors d'ordre, il y avait uniquement des finitions extérieures et intérieures à faire. Et ça, c'est 200 000 €. Et ça, c'est 200 000 €. Si on construit la maison de 50 mètres carrés, ouais, c'est ça, ok. Donc c'est ça que tu vends aujourd'hui, c'est pas que le système. Moi, je propose le système si la personne a, par exemple, c'est ça, par exemple le gîte, là où j'étais hier, la personne a une pièce qu'elle n'utilise pas. On a remarqué que c'est faisable. On peut lui vendre uniquement un système auto. Maintenant, imaginons que c'était pas faisable, qu'elle avait un mur sur lequel elle n'était pas avec une problématique de PLU, une problématique de tout ce qui va avec la construction. On aurait pu imaginer un agrandissement avec le système rotatif plus le couchage. Et si maintenant elle avait ni l'un ni l'autre, on aurait pu faire une construction neuve dans son parc avec une maison auto. Est-ce que, comme c'est des dispositifs qui bénéficient parfois d'aide, quand on fait des travaux accès PMR dans une maison particulière, est-ce que là, ce dispositif-là, ce module, peut bénéficier de subventions de la CAF ou des choses comme ça, ou de la Caisse Maladie? Alors, c'est un peu notre bataille du moment. Entre toutes les batailles qu'on gère, on est 4 dans la société, donc les batailles, il y en a un peu de partout. On est en train de se batailler avec toutes les aides de l'État pour que le système soit validé. Parce que là, est-ce que vous pouvez pas cibler des investisseurs, par exemple, qui eux vont se dire, moi, je pense qu'il y a une plus-value à louer une maison vraiment développée là-dessus. Est-ce que c'est pas un peu quelque chose d'important pour vous d'aller aussi chercher des gens qui vont faire beaucoup d'immobilier et ils vont se dire, moi, dans mon parc, je veux 2 maisons comme ça. Totalement, c'est ce qu'on a avec un monsieur. À tes souhaits. Ah, pardon. C'est ce qu'on a avec un monsieur près de Lyon. En fait, lui, c'est un investisseur dans l'immobilier. Il souhaite créer un parc de 4 maisons, en vendre 2, en mettre une en location longue durée et en garder une en location courte durée. On peut acheter juste le module, on peut acheter la maison, on peut l'utiliser pour choix, on peut l'utiliser pour une location meublée. Je suppose, je me demande si on n'a pas des taux de TVA réduits en plus pour ce genre de taux. On doit être à 5,5 peut-être. Donc plus des aides derrière. Il y a sans doute il y a une palette de choses à pouvoir envisager. Et c'est quoi aujourd'hui les axes que vous cherchez de développement pour justement répondre à ce prévisionnel de 50 en 2027 et 200 en 2035? Tout ce qui est pub, on va pas se mentir, c'est la visibilité. Non, mais il faut aller chercher aussi, surtout peut-être les gens. Pour moi, il y a peut-être 2 cibles. Chercher les gens qui ont besoin de ces logements-là parce qu'ils sont en mobilité réduite, en fauteuil, etc. Mais chercher aussi les gens qui font des parcs immobiliers. C'est exactement ça. Même par exemple pour le Sud, le logement sera tout équipé PMR, bien évidemment. On sait que demain, quiconque veut y aller, il peut y aller en fait. C'est un logement atypique. Ça répond aussi à d'autres problématiques que le PMR en fait. En fait, tout est compactisé, on va dire. Donc on retrouve tout dans 13 mètres carrés. Donc en fait, ça permet d'avoir un logement beaucoup plus ergonomique aussi. Il y a une grande pièce à vivre avec toutes les commodités dans 13 mètres carrés. Donc plus de portes, plus de couloirs, plus toutes ces contraintes de perte de place. On a fait des tests d'utilisabilité aussi par rapport au logement lui-même. On est sorti avec en fait que notre maison de 50 mètres carrés représente un logement standard de 65 mètres carrés, donc avec des portes, des couloirs, une salle de bain, une chambre, une cuisine, des placards. Si on met tout ça dans un appartement, on a besoin de 65 mètres carrés, avec le même bien-être que chez nous, dans 49 mètres carrés. Je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'a donné l'impact du passage à la télé? Alors l'impact du passage à la télé, ça nous a fait une très grosse visibilité. Par exemple, la personne qui est intéressée près de Lyon, c'est là où il nous a connus. Aujourd'hui, j'étais au Mont-Saint-Michel, c'est grâce à ça
qui nous ont connus, ça nous a fait un vrai impact national en fait. La structure juridique aujourd'hui, Adam, elle est comment? C'est une société familiale avec ton père? C'est exactement ça, c'est une SAS avec mon père. On est basé en Alsace. Par rapport à la sécurité et à l'assurance du milieu rotatif, on s'est bataillé parce que jusqu'à maintenant, vu que ça n'existait pas, aucune assurance voulait nous assurer, donc on avait uniquement trouvé une assurance en Angleterre. Mais là, depuis maintenant un mois, on a résolu le problème. On est suivi par AXA. AXA, ils vont suivre aussi les particuliers qui vont doter du truc auto. En fait, avec AXA, on est allé un peu plus loin. Le but, c'est de créer un partenariat dans le temps pour en fait que eux, tout ce qui est indemnisation par rapport aux futurs accidentés, que les personnes en fait elles partent sur un logement auto. Donc aussi par rapport à la location courte durée, toutes les personnes indemnisées dans le Grand Est viendront chez nous, les personnes indemnisées dans le Sud-Ouest viendront chez la personne qui a un logement dans le Sud-Ouest, et ainsi de suite en fait. On a un panel de propositions et un panel de choses à faire. En fait, on veut tout rassembler ensemble. C'est pour ça que c'est très compliqué, on n'est que 4 et jusqu'à maintenant c'est uniquement des fonds personnels entre moi et mon père qui sont sortis. C'est qui les deux autres personnes? Donc tu parles de ton papa, tu parles de toi. Alors, dans un premier temps, c'est mon père qui l'a inventé avec un ami à lui, qui s'appelle Roland. C'est son meilleur ami, c'était un carrossier chez Peugeot, il avait un garage Peugeot. Et à côté, dans la société, il y a moi, mon père, Mathias, un de mes salariés, qui s'occupe de toute la partie technique. Donc il travaille les prix, il travaille tout ce qui est gestion des sécurités, par exemple. Et à côté, après, on a Justine, notre directrice, qui elle s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est côté B2B, donc avec les assurances, les bailleurs, ce genre de choses, quoi. Et vous avez donc déjà du chiffre d'affaires qui est fait? Alors on n'a pas réellement un chiffre d'affaires. Le seul chiffre d'affaires qu'on a, c'est les 20 000 € de location. On a des précommandes, mais on ne peut pas appeler ça un chiffre d'affaires. Le but, c'est que tout se lance à partir de cette fin d'année et que ça fasse un effet boule de neige ultra rapide. Mais à un moment donné, il faudra avoir du fond, parce que si vous voulez aller sur de l'immobilier, si demain tu as 20 demandes comme tu as là, il faut énormément de sous pour aller générer ça. Parce que tu peux pas aller demander des acomptes de 200 000 € aux gens. On est d'accord, ça on le sait. Jusqu'à maintenant, c'est des fonds personnels. Là, on arrive à la limite des fonds personnels. C'est pour ça qu'on propose aussi du B2B, pour ça qu'on propose à des entrepreneurs, à des personnes qui peuvent plus facilement mettre un billet sur la table, à commander 4, 5, 6. C'est plus facile, entre guillemets, pour eux qu'un particulier qui va t'en prendre un. Et c'est pas tout de suite, c'est directement un autre chiffre d'affaires et une autre vision des choses et un autre lancement. Mais d'une manière générale, Aurélien, les banquiers et les marchands de biens, c'est un peu compliqué. Les banquiers et les marchands de biens, on n'est pas... Parce que du coup, moi je travaille chez Auto, mais à côté de ça, je suis marchand, je suis dans l'immobilier. Je suis né dedans, ma mère est clerc de notaire, mon père est marchand de biens, donc l'immobilier et moi, c'est une longue histoire. Exactement. Et moi, les 2 points sur lesquels il faut qu'on travaille, je trouve, c'est tout ce qui est parc hôtelier. Les hôtels ont de plus en plus de problématiques pour louer des chambres. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est les appart-hôtels. Et la problématique, c'est que c'est des logements plus grands que leurs chambres, mais pas trop grands. Et moi, avec mon milieu rotatif, je réponds à leurs besoins parce que j'ai toutes mes commodités. Je pourrais leur faire des chambres hôtels beaucoup plus petites, parce que moi, là, je parle pour un logement principal, donc 49 mètres carrés, c'est ce qu'il faut à minima. Mais pour un appart-hôtel, c'est que des moments saisonniers, on pourrait descendre à 39, 38, 40 mètres carrés. Et aussi le rendre beaucoup plus, il est très design, mais tout ce qui est, on va dire, Monaco, Paris, ce genre de choses. Oui, avec des jeux de lumière, des trucs, ça peut être mis comme un élément hyper luxueux. Voilà, du marbre, des robinets en or, on peut aller... Ouais. Et tu penses que c'est un vrai argument pour quelqu'un qui fait de l'immobilier locatif, courte durée, d'en avoir un dans son parc? Tu vas le louer plus cher? Tu le loueras pas plus cher, mais tu le loueras tout le temps. Tu loueras, on peut te parler de chiffres. Moi, la première année, vu que c'était une année de départ, pendant 8 mois, on le louait à 150 € la nuit. Là, on est passé à 180 €. Donc, on le fait à partir de 2 nuits. Mais on sait que déjà, les personnes à mobilité réduite, elles partent pas en vacances comme elles voudraient, premièrement. Et deuxièmement, pas comme nous. Nous, on part en juin, on part en juillet, on part en août. En décembre, janvier, vacances d'hiver. Et ça s'arrête là. Après, des petites vacances par-ci, par-là. Mais alors qu'une personne à mobilité réduite, elle va chercher des logements
Et en fait, elle va se caler par rapport Elle va s'adapter finalement. Exactement. Et du coup, par rapport à notre maison, là, je pourrais vous montrer mon calendrier de location. Hein. On garde toujours le mois de janvier, février, mars perso pour des questions de présentation, faire venir des gens, pour remettre le logement en bon état, le nettoyer correctement, ce genre de choses. Mais avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est loué. Toi, ça t'est arrivé jeune Moi, ça m'est arrivé à 19 ans. Je suis parti avec des amis dans un Airbnb. Ça faisait 3 ans qu'on partait tout le temps dans des Airbnb, chaque année dans la période de septembre. Et la dernière fois que je suis parti avec mes amis, on est parti 3-4 jours près de Troyes. Et en fait, juste avant de partir prendre la route, donc je devais faire la route du retour, donc j'avais pas bu, j'avais pas fumé. C'est souvent les questions qu'on me pose après, donc je réponds directement. J'avais pas bu, j'avais pas fumé. J'ai plongé dans cette piscine. Et en fait, en plongeant, j'ai tapé la tête au fond de la piscine. Et je me suis cassé 2 cervicales et écrasé la moelle épinière. J'ai convulsé un peu dans l'eau. Et après, je sais pas, adrénaline, subconscient. Je me suis réveillé, j'ai pataugé jusqu'au bord de l'eau. Et après, hôpital, pour vous expliquer un petit peu, hein, 1 semaine à Dijon dans le coma. Et j'ai dit, en fait, ça va pas, je suis dans le mal, j'ai un problème, il y a un vrai problème, je me sens plus, En fait, je sentais plus mon corps. Et là, je ressens tout mon corps maintenant. Hein. Mais je ne bouge pas mes jambes, ni mes abdos, ni mes doigts, ni mes triceps. Et du coup, j'ai passé 1 semaine dans le coma à Dijon. Après, j'étais pendant 3 mois en réa à Strasbourg, 3 mois en soins intensifs. Et après 1 an et 1 jour de centre de rééducation. J'ai eu la chance de m'appuyer sur mon père aussi. Oui, mais t'aurais pu être dépendant de ton père et pas être associé à ton père, tu vois. Comme vous le voyez, il a fait 150 projets en France. Donc vous imaginez bien que c'est un électron libre. Hein. Si tu dois faire des projets 1 fois en Bretagne, 1 fois en Alsace et 1 fois à Nice, ben c'est pas la personne qui est dans son bureau de 8h à 17h et qui rentre à la maison. C'est une personne, dans toute ma jeunesse, on s'est croisés, plus que passer du temps ensemble jusqu'à mon accident. On a réussi à créer une cohésion ensemble et avancer. Ça vous a rapproché? Ça nous a rapprochés énormément. Quelle belle aventure. Bravo. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était très intéressant. Ouais, bravo. T'en as eu 2 avant toi qui sont passés qui étaient très bons, mais là, du coup, il n'y en a pas eu un qui était pas intéressant en tout cas. Et c'est vraiment des trucs différents à chaque fois. Donc, Merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps. Merci Adam. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est vraiment incroyable. Et puis alors, le parcours et tout, des fois il y a des gens, il faut se remettre, tu sais, tu te dis ouais, je me plains. Lui, il est pas là à se plaindre. Mais je pense que par contre, il a parlé de tout. Mais du coup, en parlant de tout, ça te perd. Ce que tu dis, c'est quoi le... Demain, s'il doit aller se vendre devant une banque, faut pas qu'il parle de trop de trucs, faut qu'il soit convaincant. Bah en fait, il en a 10 des cibles. Mais je les comprends, les 10 cibles. Mais c'est là où tu te dis... par contre, la partie location immobilière, c'est que vis-à-vis des banques, tu peux leur vendre un projet immobilier, Airbnb, machin. Tu vois ce que je veux dire? T'as un business model quand même. T'as quelque chose qui fait que... Et il a déjà une base. 80 000 € d'investissement quand c'est une maison que tu refais ou que c'est une grosse rénovation, ça vaut le coup de se poser la question, de se dire est-ce qu'on n'en ferait pas une, on essaye, on voit, tu vois. Les amis, nous on a une petite idée, franchement on a chacun... Bon moi tu me mets un moteur devant les yeux, forcément je suis très faible. Je suis très faible. Non mais il y a vraiment des trucs où on a vu 3 personnes intéressantes, super intéressantes. Vu que c'est un premier format comme ça, on voulait pas arriver avec un titre, on donne tant d'argent à quelqu'un, on s'associe, qui veut être machin. On voulait pas plagier, on voulait simplement aussi voir des gens de notre communauté qui nous regardent et puis partager un petit peu avec eux, partager à tout le monde ce qu'ils font et c'est des sujets intéressants. Et je pense que les commentaires vont être riches sous cette vidéo les amis. Et nous on se retrouve pour se dire au revoir au château. Les potes, petit retour dans le petit salon du chaton de YouTube les amis. On a kiffé tourner cette vidéo, déjà on a vraiment kiffé. On a rencontré des gens qui sont ambitieux, qui ont plein de projets cool. C'est un peu compliqué pour nous des fois de faire un petit peu les donneurs de leçons ou de conseils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut bien prendre l'idée de cette vidéo comme un gros kiff. Mais moi je vois trop de gens sur YouTube qui disent ouais mais fais ci, ouais mais fais ça. Non mais les gars, moi j'ai rien réussi. En fait, mon petit truc YouTube, ça marche, demain ça peut s'arrêter. Mes entreprises, elles marchent, demain elles peuvent s'arrêter. Donc on est des donneurs de conseils pour personne. On peut juste parler un petit peu de notre expérience, etc. Et même que tu sois légitime ou pas au nom des gens, c'est pas la question. C'est que je me vois pas dire aux gens, fais comme ça c'est de la merde ce truc. Donc je veux pas que ce genre de vidéo devienne comme ça. Mais par contre, je suis curieux d'apprendre ce que font les gens, d'écouter leurs arguments. Tu vois, les gars ils parlent, bah non, moi par rapport à mon métier, le Luxembourg, c'est ma géolocalisation. Il y a les importateurs de matériel, de moteurs et tout. Et puis d'un côté,
côté, il y a un gars qui a ses convictions pour la France et puis qui a aussi envie de partir dans un autre pays, en Estonie et tout ça. Tout est intéressant à entendre, à comprendre. Bon, même si moi je suis pas hyper objectif sur l'expatriation, vous connaissez mon point de vue. C'était très très cool en tout cas, je suis content d'avoir fait ça avec des associés, avec des gens avec qui je bosse toute l'année. Mais du coup, on arrive à un moment où on a besoin de vos avis, les amis. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes, si vous avez kiffé ce concept, si vous voulez qu'on le refasse. J'ai vraiment envie de le faire. Je sais qu'il y a plein d'abonnés qui nous ont écrit. Il y a plein d'abonnés qui ont envie de participer à ces petites émissions-là. Et nous, on pourrait, sans aller faire du placement de produits ou des trucs comme ça, chercher du budget. On peut faire un épisode qu'avec des mécanos. Et puis nous, on gère avec Milwaukee. Et Milwaukee, genre, ils vont nous filer du matos, des servantes, des trucs. Donc c'est entre guillemets sponsor, mais c'est plus pour faire kiffer les gens qui passent. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore plus pour que les gens tout de suite sur place repartent avec du matériel? Ils font de la route, ils attendent, etc. Et ce concept me plaît beaucoup. Maintenant, on a besoin dans les commentaires de vos avis, les amis, pour savoir qui c'est qui a gagné. On a envie de savoir, moi j'ai envie de refaire des vidéos, j'ai envie de comprendre, que ce soit dans chacun des trois. Voilà, dans tous les cas, je pourrais retourner dans les trois entreprises. Moi, les trois projets, ils me font kiffer, quoi. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. On a dépassé les 520 000, les amis. Bravo, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui s'intéressent au business. Et puis, on se retrouve, les amis, mercredi prochain. Peut-être pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après, il y aura une petite pause entre les deux, les amis, parce qu'on est sur d'autres tournages et on a envie de vous proposer du contenu vraiment top. Donc, il y aura une petite pause qui va arriver là d'une semaine. Et donc, sur ce, les amis, profitez bien de ce petit concours jusqu'à dimanche minuit. Et je vous dis salutations.